Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui sur la première vidéo de la chaîne. En fait, je vais vous montrer un petit tutoriel assez simple. Je sais pas du tout combien de temps va durer la vidéo, mais en tout cas c'est voilà pour faire une petite introduction sur ce qu'on va pouvoir faire sur cette chaîne, qui sera orientée un petit peu technologie, un petit peu réseau, un petit peu développement, tout ça. On va essayer de voir un petit peu des trucs intéressants. Et puis aussi évidemment du gaming, hein, parce que j'oblige aujourd'hui, parce que c'est aussi une de mes passions avec l'informatique. Donc aujourd'hui on va regarder du coup sur Workstation, donc un petit logiciel, enfin petit entre guillemets parce qu'il est quand même assez puissant et assez versatile on va dire, qui permet de virtualiser, c'est-à-dire créer des machines virtuelles. Donc pour ceux qui savent pas trop ce que c'est, je vais pas rentrer dans trop les détails techniques, mais en fait, si vous voulez, ça vous permet de créer dans un sort de conteneur une sorte d'ordinateur virtuel qui en fait va pouvoir soit être lié directement à votre réseau, soit en être totalement indépendant et ne pas avoir accès du tout à Internet pour pouvoir faire des tests vraiment isolés. Donc c'est vraiment un outil qui est quand même assez puissant. Donc on a plusieurs logiciels qui proposent ce type d'accès. Donc on a, je pense, le plus connu qui est VMware Workstation et aussi Microsoft Hyper-V du coup qui est directement intégré normalement dans Windows 10 Pro et les versions serveur aussi. Donc ça je pense que je ferai une vidéo dédiée aussi par rapport à Hyper-V parce que c'est quand même un outil assez puissant et assez utilisé dans les entreprises, surtout au niveau des serveurs dans les data centers, tout ça. Donc on essaiera de regarder tout ça, il n'y a pas de souci. Euh, et également aussi, donc ça c'est des solutions qui sont entre guillemets, enfin surtout VMware qui est payante directement à l'achat. Hyper-V vous oblige en fait à avoir accès à un Windows 10 Pro du coup qui est plus cher qu'un Windows 10 normal ou un Windows Server qui est encore plus cher entre guillemets parce qu'on verra des petits tweaks évidemment. Mais évidemment il y a toujours une solution open source dans ce monde de folie qui est Oracle VirtualBox, donc il y a un logiciel open source développé par la société qui fait Java, qui donc est totalement gratuit, donc qui propose à peu près les mêmes fonctionnalités que VMware. Mais moi je préfère quand même VMware parce qu'il est plus simple d'utilisation, plus complexe à maîtriser, on va dire, et qui permet de faire plus de choses. Voilà. Donc là, on va utiliser celui-ci pour cette vidéo, donc vous aurez tous les liens dans la description, parce que normalement VMware est payant, comme je vous l'ai déjà dit. Dans la description, vous aurez un petit lien du coup qui vous permet de le craquer. En fait, vous aurez le lien officiel qui vous permet de télécharger la version d'essai. Puis je mettrai un autre lien aussi qui contient les licences à mettre pour les activer, pour activer le logiciel du coup. Donc normalement, vous retrouverez une fois l'installation faite sur la même page que moi. Donc on va faire l'installation ensemble. Ce que je peux vous proposer aussi dans un premier temps, c'est que on va du coup télécharger une ISO pour lancer tout ça. Donc là, en fait, on va aller sur le site d'Ubuntu parce que pour moi c'est la solution la plus simple à comprendre entre guillemets. Même si certains connaisseurs me contrediront toujours parce qu'il y a Debian, il y a plein d'autres distributions qui existent et qui sont assez sympas aussi. Mais Ubuntu en tout cas c'est la plus connue je pense. Donc en fait, si vous allez directement sur le site aussi, vous aurez directement le lien dans la description. Normalement, en haut à droite, vous avez un onglet Download, donc on va aller là. Et là, en fait, vous avez deux versions d'Ubuntu, enfin quatre théoriquement, et même plus avec les petits forks, qui sont des versions en fait altérées d'Ubuntu qui utilisent des environnements de bureau différents, par exemple l'Ubuntu qui utilise LXDE, du coup, qui est plus léger et Kubuntu qui utilise KDE. Enfin, on a pas mal d'autres versions alternatives. On a aussi des versions pour Raspberry Pi, pour Intel Nuke, donc des petits PC. C'est vraiment à des usages assez spécifiques quand on veut faire certaines choses qu'on peut pas avec un gros ordi. Donc ça, le Raspberry Pi, je connais mais j'ai jamais essayé. En tout cas, je vois tout de suite les choses qu'on peut faire avec. Par exemple, on peut faire un petit NAS, un petit serveur Minecraft. Enfin, on peut faire vraiment des trucs assez poussés pour pas trop cher. Et aussi, on a du coup la version serveur qui est très puissante et qui ne possède pas d'interface graphique. Donc ça, j'en ai une du coup chez moi qui tourne sur mon serveur d'ailleurs. Donc dessus, j'ai mis un petit serveur Minecraft, un petit serveur Apache, enfin deux trois petits trucs sympas. Donc ça, j'essaierai de faire une vidéo aussi sur Apache parce que c'est un sujet que j'aime beaucoup, qui est assez intéressant.
Et donc voilà, vous avez cette version. Donc en fait sur Ubuntu et sur d'autres distributions, il faut savoir que vous avez deux types d'ISO. Vous avez les versions normales, donc la 19.10 en l'occurrence là. Normalement il y a la 20.04 qui devrait pas tarder. Euh, En plus on est le 20 avril, mais elle n'est pas sortie aujourd'hui malheureusement. Parce qu'on aurait pu faire une vidéo dessus, ça aurait pu être sympa. Donc on a la version normale, donc la 19.10. Et puis du coup la LTS en fait qui est long term support, qui permet du coup d'avoir un support au niveau des mises à jour qui est plus long que les versions normales, donc c'est des installations qui sont recommandées sur les machines sensibles, quand on a envie que tout soit sécure, qu'il n'y ait pas de faille ni rien. Donc là il faudrait plus partir là-dessus. En tout cas nous c'est pour tester, donc franchement vous choisissez soit l'un soit l'autre suivant ce que vous voulez. Si vous voulez Ubuntu Server, du coup là ça sera pas cette vidéo, je pense que j'en ferai une assez dédiée parce que c'est aussi une installation qui est un peu particulière tout ça. Donc là en fait on va partir sur l'Ubuntu Desktop. Donc en fait vous avez juste à cliquer du coup sur le lien et normalement vous n'avez pas besoin de données, hop il va vous demander directement l'endroit où vous voulez le télécharger. Donc moi en l'occurrence je l'ai déjà téléchargé. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va passer maintenant du coup à l'installation de la machine virtuelle et à sa création. Donc une fois que vous êtes sur VMware Workstation, vous allez faire Create a new virtual machine avec mon accent tout bonnement incroyable. Et donc là vous avez un petit outil d'installation qui va apparaître sur l'écran. Du coup on va choisir Typical. Et après du coup on va pas choisir directement l'ISO tout de suite parce que si on la met tout de suite en fait il fait une sorte d'installation facile qui remplit des champs un peu spécifiques et c'est pas tout à fait ce qu'on veut faire. Donc là on va prendre la troisième option du coup. Voilà. Donc là après vous avez des différents sous-parties en fait de différents OS. Donc nous on va bien prendre Linux. Et là on va prendre suivant ce que vous avez téléchargé, si vous avez un ordinateur 32 bits ou 64 bits, ou si vous avez pris une ISO par mégarde en 62 bits, pas en 62, en 32. Du coup on va prendre 64 pour nous en l'occurrence. Donc voilà, on va l'appeler test. Voilà. Du coup, par contre, je vais la mettre ailleurs parce que j'ai pas de. Hop, on va la mettre sur ce répertoire-là. J'avais déjà un dossier VM normalement. Dans Ubuntu Desktop, je dois avoir rien. Ok. Donc voilà, vous spécifiez en fait le chemin en fait où va créer votre disque dur virtuel, tout ça. Donc moi, je préconise souvent de mettre un endroit en fait où vous avez directement beaucoup de place parce que en fait ça alloue dynamiquement la place. Par exemple, si vous mettez 60 Go, ça va pas vous prendre 60 Go d'un coup sur le disque, ça va prendre une petite partie, puis au fur et à mesure, ça va l'agrandir suivant que vous utilisez le stockage à l'intérieur. Donc nous, on va mettre 30 Go, parce qu'il me semble que c'est 20 la limite minimale du Ubuntu, en tout cas desktop. Donc voilà, donc là vous avez un petit résumé de l'installation. Donc il faut savoir que Linux ne prend pas tant de ressources que ça. Néanmoins, faut mettre, je pense, un minimum. Parce que là, on est sur la version bureau, donc c'est-à-dire qu'il y a un environnement, tout ça qui tourne graphique. Donc je pense vraiment le minimum. Enfin, je pense qu'on peut tourner avec moi, mais vraiment le minimum syndical, c'est 2 Go pour la VM. Je pense que c'est bien. Moi, je vais mettre 4. Parce que je peux me le permettre, il n'y a pas de souci. Donc là, hop. Donc on a bien sélectionné la RAM, il n'y a pas de souci. Et donc après, là, dans l'onglet processeur, en fait, on va spécifier le nombre de cœurs qu'on va louer à la VM. Donc moi, en l'occurrence, je vais en mettre 4. On va en mettre 4, voilà. Et donc après, c'est là, en fait, où on va mettre l'ISO. Donc là, on va faire Fuse ISO File. Donc là, on va aller là-dedans, ISO. Donc là, vous voyez que j'ai plusieurs distributions. On a CentOS, Debian, Manjaro, qui est une très bonne distribution aussi, Manjaro. Donc là, on va prendre la desktop, hop. Donc là, normalement, vous l'avez sélectionné, vous avez juste à changer l'onglet. Après, par rapport au réseau, du coup. Donc ça, après, c'est à vous de voir, mais en général, moi, si c'est pour tester la première fois, je propose de mettre en bridge, qui en fait va créer une adresse IP par rapport au DHCP qu'il y a sur votre box, qui va croire directement que c'est un nouvel appareil qui est directement relié à votre réseau, alors que le NAT, en fait, il va utiliser l'adresse IP de votre poste déjà existant pour se faire passer pour lui. Sauf que nous, du coup, c'est pas vraiment ce qu'on veut faire. On veut lui attribuer une adresse IP, même si ça n'a pas grand intérêt. On va cocher la petite case, comme ça permettra de pas avoir trop de soucis.
Et après le reste on va laisser comme ça, du coup il n'y a pas de problème. Donc close, finish. Hop, ça mouline un petit peu. Et là voilà, vous avez votre VM qui apparaît. Donc là pour l'instant vous voyez bien qu'elle est dans état powered off. Donc on va faire power on. Hop. Donc là on arrive sur le petit écran de boot. Donc pour information, normalement il vous le dit quand même au cas où. Mais en tout cas, quand vous êtes comme ça, là que vous avez plus de souris ni rien, vous faites CTRL ALT sur votre clavier du coup au niveau gauche, entre le logo Windows, la touche Windows. Ça vous permet de revenir dans le vrai menu. Là vous recliquez, ça vous remet là. Donc là on va prendre français. Hop. Et là du coup on va faire installer Ubuntu. Donc là vous avez directement plusieurs options. Vous avez l'option Save graphique qui vous permet de démarrer avec certains pilotes graphiques qui ne posent pas normalement trop de soucis au niveau de l'installation. Donc là, hop, c'est en train de charger l'installateur. Donc on va attendre un petit peu. On va fermer ça d'ailleurs. Donc effectivement, plus vous mettez de cœur et plus vous mettez de RAM, plus l'installation se fera rapidement. Donc là, hop, on a la petite fenêtre qui apparaît. Donc on va bien prendre français au niveau de la liste. Donc là aussi, au niveau du clavier, on va prendre variante normale. Là, on va mettre ça. Faut bien cocher cette case car en général, ça télécharge aussi en fait les pilotes additionnels de VMware en fait qui permet d'avoir le full screen, une meilleure optimisation de certaines choses. Du coup, moi je conseille de la cocher. Après, vous pouvez toujours l'installer par là-haut du coup avec les VMware Tools. Donc hop, on va faire continuer. C'est un petit peu long. Tac, donc là vous voyez déjà qu'il y a l'image qui commence à se télécharger. Enfin, pas se télécharger, à s'appliquer sur toute la longueur. Donc là après, ça vous demande si vous voulez installer directement le système d'exploitation sur votre disque, si vous voulez faire d'autres choses. Donc là, nous on va choisir la première option. Donc là, hop, on valide bien la table de partitionnement. Tac. Test. Donc là, ça vous met bien le nom d'utilisateur du coup à retenir. Et après, on va mettre votre mot de passe. Alors moi, j'évite de mettre des mots de passe justement où il y a des A, des trucs du genre. Parce que souvent, enfin en tout cas c'est souvent pour moi, j'ai eu des problèmes au niveau de l'installateur justement qui me mettait le clavier en QWERTY alors j'avais bien sélectionné AZERTY. Du coup je me tapais à retrouver un mot de passe avec des Q, des W qui n'étaient pas du tout au bon endroit. Du coup moi là j'ai mis Toto en mot de passe. Parce qu'il n'y a pas de souci sur les claviers QWERTY. Donc là l'installation va prendre un petit peu de temps. Suivant du coup la spécification système que vous avez mis, donc le nombre de cœurs et la RAM. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve directement après que l'installation soit terminée. Donc effectivement, l'installation c'est terminé, du coup ça a pris un petit peu de temps. Du coup, il vous met une fenêtre qui vous demande de redémarrer, du coup c'est ce qu'on va faire. Hop. Tac, donc une fois que vous arrivez sur cet écran, en fait c'est l'écran de connexion. Donc là on va taper le mot de passe qu'on avait choisi précédemment. Donc une fois que vous arrivez sur l'écran principal de l'OS après avoir redémarré, vous pouvez voir que l'interface n'est pas trop perturbante. Elle ressemble assez bien à Windows, donc on a une sorte de barre des tâches qui du coup est à gauche, mais on pourra le modifier. Il n'y a pas de souci, on a bien un système de corbeille, de fichiers qui est plutôt efficace, donc avec une arborescence qui ressemble un petit peu à Windows, avec le bureau, les documents, tout ça. Donc ça c'est assez pratique, vous ne serez pas trop perdu. Il y a une suite Office normalement aussi, qui du coup est libre, qui vient avec, donc qui est assez sympathique aussi, qui est gratuite. Donc voilà, qui ressemble un petit peu à Office, qui fait l'affaire. Vous avez aussi du coup un client de messagerie que j'ai jamais utilisé, Thunderbird, qui a l'air assez étrange pour moi, qui ressemble pas du tout à Outlook. Donc là vous avez les fichiers,
tout ça, surtout le store en fait qui va vous permettre de télécharger plusieurs logiciels directement, un petit peu comme sur téléphone. Donc vous avez notamment Chromium qui est la version open source de Chrome. Donc voilà, c'est assez sympathique. Donc là-haut, après, vous avez les principales options, le réseau, tout ça. L'utilisateur aussi. Et aussi pour éteindre l'ordinateur, le verrouiller ou accéder directement aux paramètres. Donc nous, ce qu'on va commencer par faire déjà, c'est lancer le terminal. Une touche qui s'est mal passée, hop. Donc le terminal, normalement, vous en aurez pas trop besoin si vous grattez pas trop. Mais en tout cas, une fois que vous grattez, ça peut être assez puissant. Donc on va commencer par passwd qui permet de changer le mot de passe. Donc hop, on met le mot de passe actuel et le mot de passe que l'on veut mettre. Donc sous pratiquement tous les Linux, quand vous tapez un mot de passe, il ne vous affiche rien. C'est normal. Hop, donc le mot de passe a été mis à jour avec succès. Donc après, je vais pas trop rentrer dans le détail des commandes. Vous avez plein de tutoriels sur Ubuntu, sur plein de choses. Donc souvent les commandes sont assez similaires suivant les distributions. Bon, on peut avoir quelques différences, notamment ici le gestionnaire de paquet qui est apt, qui n'est pas disponible sur toutes les distributions. Donc hop, on va passer en administrateur. Tac. Vous faites bien sudo -i, en fait, ça vous permet de rester tout le temps en administrateur. Et donc là, on va taper la commande apt-get update et apt-get upgrade. Tac. Comme ça va mettre à jour automatiquement les paquets et appliquer justement la mise à jour. Donc ça va prendre un petit peu de temps suivant votre connexion. Tac. Normalement, je vous demande si vous voulez continuer une fois. Donc là, voilà, il s'occupe de mettre à jour tout seul. Donc vous pouvez voir après dans la liste qu'il y a des petits paquets qui sont déjà installés, qui sont assez sympas. On a notamment Python qui est déjà présent. On a... Qu'est-ce qu'on en a? JavaScript aussi qui est supporté nativement. On a des pilotes Bluetooth visiblement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Vim du coup qui est l'éditeur de texte par terminal. DNS utile, ce qui permet d'avoir des commandes spécifiques pour le DNS. Nautilus, il me semble avoir vu. On a des polices aussi qui s'installent. Plein de petits utilitaires, voilà, enfin il sait directement ce qu'il a besoin de mettre à jour, donc ça va prendre un petit peu de temps. On va laisser faire, on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, donc une fois qu'il vous met directement la fenêtre pour taper les commandes, c'est qu'il a terminé. Donc là, il a bien appliqué toutes les mises à jour. Donc là, on peut procéder à l'installation de nouveaux paquets directement sans problème. Je tente de voir qui a eu un souci, visiblement. L'erreur est survenue. Erreur, nombre de paquets cassés, supérieur à 0. Ah, bah c'est super. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit reboot. Voilà, donc une fois qu'il a redémarré, on va relancer le terminal. Tac. On va repasser en mode sudo. Tac. Et là, du coup, on va installer le paquet htop qui permet d'avoir un petit gestionnaire des tâches, en fait, dans le CMD. Tac. Donc là, il est en train de l'installer. On va attendre un petit peu, pareil. Voilà, donc c'est bien installé. Donc là, on a juste à taper htop dans les commandes. Et là, on voit directement le gestionnaire des tâches, en fait, qui s'ouvre. Donc là, en haut à gauche, du coup, c'est l'endroit le plus important. On a la partition swap tout en bas, qui est en fait un fichier d'échange sur le disque dur qui permet de temporiser la RAM et de l'aider un petit peu. Donc en général, elle représente 50% de la RAM automatiquement, mais après on peut l'allouer différemment. Donc là, on a l'uptime aussi, donc le temps total de mise en route de l'OS. Enfin, depuis le dernier redémarrage, du coup. Donc le temps online. Donc on a aussi le nombre de tâches qui tournent, le nombre de processus, le nombre de tâches qui tournent vraiment.
la moyenne d'utilisation. Et après, du coup, on a le nombre de cœurs qu'on a mis et l'utilisation par cœur. Donc là, on n'est pas trop mal. Et on voit qu'on est sur 1 giga utilisé à peu près sur 4. Enfin, 3,82 du coup. Parce que ça descend toujours un petit peu suivant la conversion en bits et en octets. C'est ça. Donc voilà. Donc là, on se retrouve avec un petit truc assez sympathique. Donc voilà, donc c'est à peu près toutes les principales choses que j'avais à vous montrer du coup sur l'installation d'Ubuntu. Donc après, je vous invite à vraiment découvrir des petits tutoriels par vous-même. Je ne peux pas tout traiter parce que vraiment le sujet est beaucoup trop vaste. Comme je vous ai dit, on traitera surtout sur Apache, du coup après le tutoriel sur l'installation de Ubuntu version serveur, du coup qui sera la prochaine vidéo. Et, euh, et voilà, du coup, si vous avez d'autres suggestions à me faire par rapport aux prochaines vidéos que je peux éventuellement faire, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et puis on se retrouve très très vite pour la prochaine vidéo.